15 ans dans les télécommunications. J'ai fait une formation après en sciences d'environnement en écologie à l'Université de Neuchâtel. J'ai travaillé 12 ans chez Groupe Greenwatt, c'est entre autres moi qui ai fait un bon bout du chemin du développement des projets éoliens neuchâtelois. Et puis maintenant, ça fait une année que j'ai rejoint une autre société, un bureau d'ingénieur qui s'appelle Planer. Et puis, dans ce cadre-là, j'ai le mandat de directeur roman pour Suisséol. Voilà. Et ce soir, je vais vous parler de l'énergie éolienne. Donc, actualité sur l'éolien et le vrai et le faux. Je vous propose qu'à la fin, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ici, j'aimerais juste rappeler qu'au fait, l'éolien, elle fait partie de la famille des énergies renouvelables. Ce n'est pas l'éolien contre le solaire, l'éolien contre l'hydraulique. C'est toutes les énergies renouvelables nous permettront de faire le virage climatique. Alors, dans l'actualité brûlante de l'éolien en Suisse, donc c'est vraiment l'actualité nationale, il y a le fameux Wind Express, comme l'appelle la Commission fédérale, la CEAT-N ou la CEAT des États. Ce Wind Express, au fait, c'est l'accélération des procédures. Madame Sommaruga, elle a voulu essayer de trouver un moyen pour avancer, pour que ces parcs éoliens, au lieu qu'ils durent jusqu'à 15-20 ans de développement, ils puissent aller plus vite. Alors, aujourd'hui, la situation, dans quasiment tous les cantons suisses, il faut déposer 3 dossiers pour mettre à l'enquête publique un parc éolien. Il y a d'abord le plan d'affectation, le plan de zone, en allemand Nutzungsplan. Ensuite, il y a tout ce qui est permis de construire. Et puis en gros, il y a encore le raccordement électrique. Les 2 premières procédures, plan d'affectation et permis de construire, ce sont des procédures cantonales, voire communales. Ça dépend encore les cantons. Je rappelle que le droit de l'aménagement du territoire, il est cantonal, il n'est pas national. Il y a des guidelines, il y a des directives, merci. Il y a des directives qui sont données, mais c'est le canton qui gère son aménagement du territoire. Ensuite, le dossier STI, le raccordement électrique, ça c'est une procédure fédérale. Madame Sommaruga, ce qu'elle a tenté de faire avant de partir, donc maintenant c'est M. Rushdie qui reprend ça, c'est de dire ces 2 procédures, plan d'affectation et permis de construire, deviennent une seule procédure. Et le Wind Express, au fait, l'idée c'est de pousser au fait les cantons qui aujourd'hui n'ont pas de procédure commune ensemble pour ces deux aménagements, et bien de le faire qu'ils viennent à ce niveau-là. La Confédération ne peut que les inciter, mais ne peut pas les forcer. Aujourd'hui, très peu de cantons avaient cette façon de faire. Il y a les premiers à avoir fait, c'est le canton de Berne, qui avait un plan de quartier valant permis de construire, mais au niveau de la commune. Ensuite, il y a le canton de Neuchâtel qui est arrivé avec un plan d'affectation cantonale valant permis de construire. Le canton de Vaud vient de suivre avec un PPA, un plan partiel d'aménagement valant permis de construire. Tous les autres cantons maintenant, surtout en Suisse allemande, ils sont en train de changer leur mode, mais pour changer ça, c'est 2 ans de procédure et de votation au Grand Conseil. Voilà. Donc ici, sur le slide, on voit environ 10 ans pour développer les projets, faire les études, l'acceptance, mettre à l'enquête publique. C'est un peu mon cursus chez Groupe Greenwatt, j'ai fait 12 ans. On a mis 4 parcs éoliens à l'enquête publique, aucun construit. Et puis après, ça peut encore durer un certain temps, jusqu'à ce que les autorisations soient données jusqu'au tribunal fédéral. Peut-être juste les instances, peut-être pour vous. La première étape, eh bien, si vous, canton de Berne, c'est la commune, avec un vote en assemblée. Dans le canton de Neuchâtel, c'est directement un plan d'affectation cantonale, donc c'est le canton qui lève les oppositions. Ensuite, nous avons le tribunal cantonal qui peut discuter d'un recours, et ensuite le tribunal fédéral. Voilà. Donc il y a toujours 2 niveaux de recours en Suisse. Alors ce qui discute nos politiciens à Berne, c'est justement l'accélération des procédures, c'est l'initiative parlementaire 22.461. Au départ, il y avait la grosse hydraulique aussi dedans. Il y avait aussi du solaire. Alors le solaire est rapidement sorti, c'est devenu l'offensive solaire de Roger Norman, qui est déjà en force maintenant. Elle se renforce le 1er avril de cette année. De cette initiative parlementaire, la Commission pour l'aménagement du territoire, ils ont sorti la grosse hydraulique, ils ont laissé seulement l'éolien. Il y a eu beaucoup de discussions dans la Commission
pour savoir qu'est-ce qu'ils permettent de faire. Donc ils sont arrivés maintenant, alors c'est pas encore voté, hein. Aujourd'hui, au mois de mars, à la session de mars, c'est le Conseil national qui doit voter en plénum, c'est-à-dire en assemblée, ils vont devoir voter s'ils acceptent ou pas ce Wind Express. Et puis s'ils acceptent, c'est le Conseil aux États qui votera en plénum à la session de juin. Le but aujourd'hui, c'est qu'elle soit mise en validité au 1er janvier 2024. Voilà. Ça, c'est aujourd'hui la situation, ça peut changer suivant ce qu'une chambre demande, etc. Il y a un risque de référendum aussi là-dessus. Ce qu'ils disent, c'est que aujourd'hui, toutes les procédures, je mets directement le tableau des projets, tous les projets éoliens qui ont été mis en enquête publique, qui ont obtenu l'aval du tribunal fédéral pour leur plan d'affectation, eh bien ceux-là, quand ils mettent à l'enquête publique les permis de construire, ils n'ont plus à aller, il ne peut plus y avoir des recours jusqu'au tribunal fédéral. Non seulement le permis de construire devient une procédure cantonale, le canton peut lever les oppositions et les opposants peuvent faire recours au tribunal cantonal. Stop. Après, ils peuvent construire. Voilà. Alors, en Suisse, vous avez vu qu'il y avait une limite de 1 TWh, c'est 1000 kWh, c'est 1000 gigawattheures de projets. Pourquoi il y a cette limite? Parce qu'en Suisse, de toute façon, on n'atteindra pas, parce que tous les autres cantons sont en train de changer leur plan d'affectation. Donc, Crémeron, on le voit là. Ça fait comme une éolienne à peu près. Là, il y a 274. Non, 1000 TWh. Alors, en nombre d'éoliennes, 274 qui ont déjà passé le tribunal fédéral, et au total, c'est 626 qui sont aujourd'hui bien avancés. Ça représente 1 TWh. Non, oui, c'est 1 TWh. C'est 1 TWh, je ne dis pas de bêtises, c'est 1 TWh de production éolienne. Et puis je rappelle que l'éolien produit 2/3 de son énergie en hiver, donc c'est exactement l'énergie qu'on a besoin. Il y a des chiffres qui sont sortis aussi dernièrement. L'éolien, l'année passée, avec cet envolement des prix sur le marché, eh bien, que faut dire, tous ces projets, ils sont subventionnés, ils reçoivent une aide, un subventionnement fédéral. Mais si le prix du marché dépasse le subventionnement, ceux qui opèrent les parcs éoliens, ils doivent rembourser le delta. Ça a rapporté 12 millions de francs dans les caisses de l'État fédéral. Rien que l'année passée, avec 41 éoliennes, 12 millions qui sont rentrés dans les caisses fédérales. Voilà. Donc le Wind Express, il permettrait typiquement à Green-Krumberg, qui a passé le tribunal fédéral, ils vont mettre à l'enquête publique maintenant les permis de construire, eh bien qu'il n'y ait que 2 niveaux, un niveau d'opposition et un niveau de recours, puis en plus après ils peuvent construire. Voilà. Pour Neuchâtel, là c'est intéressant, Crémeron, au fait, Crémeron ne pourra pas bénéficier de ce Wind Express parce que Crémeron n'a pas l'intérêt national. Les projets éoliens qui dépassent la production de 20 GVH, 20 millions de kilowattheures par an de production, ils ont un intérêt national prépondérant. Crémeron produira 11 millions de kilowattheures par an, n'a pas l'intérêt national, donc eux, ils doivent faire toute la procédure. Ils ont déjà déposé le permis de construire, il est bloqué actuellement au Conseil d'État, je crois que Laurent Favre n'a pas encore levé les recours, puis ensuite il pourra en recours au tribunal cantonal, au tribunal fédéral. Les autres neuchâtelois, on voit ici Montagne de Butte, c'est le prochain qui va arriver, il est déjà au tribunal fédéral, c'est le prochain qui va être accepté par le tribunal fédéral. C'est le plus grand parc éolien de Suisse, 19 machines, 100 millions de kilowattheures par an. Celui-ci, quand ça a été mis en enquête publique, il n'y avait pas de procédure commune, mais tout avait été déposé en même temps. Les permis de construire au niveau de la commune, le plan d'affectation au niveau du canton. Donc aujourd'hui, les permis de construire sont bloqués au tribunal cantonal. En attendant, le tribunal cantonal attend la décision du tribunal fédéral pour pouvoir lever les recours. Et puis sinon, ici, on a encore les 3 éoliennes de Châteauise des Claques-Bornes, qui là, quand c'était mis en enquête publique en septembre 2020, c'était procédure commune, plan d'affectation, valant permis de construire. Donc ici déjà, on est au tribunal cantonal, on attend une décision du tribunal cantonal. Si le tribunal cantonal rejette les recours, tribunal fédéral, si le tribunal fédéral rejette les recours, c'est la construction. Voilà.
Suisseol a fait son plan d'action 2030 de l'énergie éolienne. On a écrit ça cet été, pendant les vacances, moi et Lionel Perret. C'est 3 piliers de 2 TWh chacun, d'ici 2030. D'ici 2030. Ça représente 4 TWh de production éolienne en hiver. C'est exactement ce qui nous manque actuellement en Suisse, et ça nous éviterait des importations. Ces 3 piliers sont basés sur le premier, les 2 TWh, c'est tous les projets qui sont actuellement en cours ou en étude à travers la Suisse. Ici, c'est les nouveaux périmètres. En Suisse, on ne va pas dans les inventaires fédéraux du paysage, on ne peut pas développer des projets trop proches d'un inventaire fédéral du paysage, même si on est en dehors. Il y a toutes des zones qui sont, je dirais, aujourd'hui, qui ne sont pas propices ou qui ne sont pas permises de mettre des parcs éoliens, comme la forêt par exemple. Il y a beaucoup de cantons qui refusent de mettre des éoliennes en forêt, alors qu'en termes paysagers, ce serait vraiment le meilleur emplacement, aussi pour la biodiversité. La forêt serait très idéale. Et donc nous, Suisseol, on demande qu'on puisse aller dans ces zones, typiquement les zones inondables par exemple. Ça aussi, c'est très bien, il n'y a pas d'habitation, il n'y a pas de risque, le MAP pourrait très bien aller. Et puis le troisième pilier, c'est de construire ce qu'on appelle les éoliennes uniques. Il y a beaucoup d'industriels qui ont eu peur avec l'envolée des prix, à un juste titre, l'envolée des prix, la pénurie du courant électrique en hiver. Beaucoup ont élaboré eux-mêmes leur propre projet éolien avec une seule éolienne. Voilà, c'est la transition. L'éolienne unique, donc ça vient de ce petit feuillet-là, vous l'avez sur les tables à la sortie. L'éolienne unique, c'est une entreprise qui a des besoins électriques, qui a déjà couvert tous ces toits de panneaux solaires. Là, ici, il y a l'exemple de SFS à Herbrook dans le canton de Saint-Gall. Ils ont changé de plan directeur pour pouvoir mettre une éolienne dans la zone industrielle. Ça, c'est du terrain, on voit c'est ouvert, c'est beau, on peut mettre des vaches, mais non, c'est une zone industrielle. Une éolienne qui va produire environ 10 GVH, 10 millions de kWh par an, et ça leur présente exactement leurs besoins qu'ils ont en hiver. Alors bien sûr, c'est en plein centre du village, il y a des grosses discussions. La société qui emploie beaucoup de personnes du village ont clairement dit, écoutez, si nous on veut garantir des prix de production, garantir les places de travail, il nous faut cette énergie. Ils ont déjà couvert tous les toits de panneaux solaires, c'est complètement plein. Il nous faut cette énergie et il n'y a pas eu de discussion là-bas. Voilà, ça c'était actuellement les discussions au niveau du Parlement, où c'est qu'on en est avec le développement de l'énergie éolienne. Les parlementaires, nos 246 parlementaires, les offices fédéraux, aujourd'hui il y a vraiment une grande volonté de développer l'éolien, que ce soit les offices comme l'armée, l'office fédéral bien sûr de l'énergie, l'office fédéral de l'aménagement du territoire. Il y a une très grande volonté que l'éolien prenne sa place dans le mix énergétique et puis qui permette cette transition énergétique 2050 de la Confédération. Voilà. Mais il y a des élections cet automne, donc ça va un petit peu ralentir le rythme, et puis ça va reprendre une fois que tout le monde sera élu. Alors, la suite maintenant, c'est, j'ai fait un peu un quiz, un peu vrai-faux. Alors, il n'y a pas assez de vent en Suisse, c'est complètement faux. En Suisse, il y a du vent partout, simplement à cause de la rugosité du sol, à cause de la complexité du terrain. Eh bien, c'est clair, au fond d'une vallée ou d'une combe, c'est peut-être pas là qu'il fallait mettre une éolienne. Mais globalement, dès qu'on s'élève du sol, on a les mêmes vents que chez nos voisins. Et puis, on le voit aujourd'hui aussi avec les nouvelles technologies, les machines de dernière génération. Eh bien, alors elles sont peut-être un peu plus hautes, il faut des machines peut-être plus hautes en Suisse, avec des pales plus longues, mais elles produisent beaucoup plus, et ça permet aussi de mettre moins de machines sur les différents sites. Il y a eu l'exemple d'Éole de Rue, par exemple, où là les machines, on parle de machines en bout de pale à 210 mètres, en bout de pale, au Moyeux, on est vers 140 mètres. Elles vont produire, chaque machine, 10 millions de kWh par an. Et puis si on prend les machines qui ont été mises en quête publique en 2016 à la montagne de Butte, elles font 180 mètres en bout de pale, mais elles produiront que 5,5 millions de kWh par an.
parce que les pales sont plus courtes, etc. L'OFEN a recalculé son nouveau potentiel d'énergie éolienne en Suisse. Le dernier calcul datait de 2012. Ils ont utilisé aussi toutes les données qui ont été faites par les différents développeurs. Et on voit aujourd'hui que le potentiel, il serait environ de 30 TWh, 30 milliards de kilowattheures par an en éolien. On espère en 2050 15 TWh d'éolien en Suisse. Alors bien sûr, ces 30, c'est partout, hein. Ça peut être proche des villes, etc. Ils ont enlevé certaines zones d'exclusion, mais globalement, c'est le max qu'on pourrait obtenir en Suisse. Il n'y a pas de planification pour autant de production que ça. L'énergie éolienne a un faible impact écologique, c'est totalement vrai. On le voit avec toutes ces études, des études d'impact sur l'environnement qui sont menées sur tous les projets, que ce soit à Neuchâtel, dans le canton de Vaud ou ailleurs en Suisse, des études très très poussées sur la biodiversité, sur la faune, la flore, même le paysage, pour essayer d'atténuer le plus possible la modification du paysage. Alors je ne viens pas si une éolienne c'est beau ou c'est moche, ça c'est purement subjectif. Par contre, toutes ces études, elles ont prouvé avec des mesures, etc., que ce soit en Suisse, il y a eu plein d'études qui ont été faites sur la biodiversité au Peuchapat, sur le parc du Peuchapat et puis de Montcrozin, mais aussi en Allemagne, où là maintenant ils en sont déjà à refaire des nouveaux parcs, à faire des repowering de parcs éoliens, et on voit très bien que l'impact par rapport à la biodiversité, eh bien, il est faible. Voilà. Alors ici, c'était au niveau du CO2, ça c'est aussi, on aura une votation le 18 juin de cette année, par rapport à l'initiative des glaciers. Il y a un contre-projet à cette initiative des glaciers, il y a un référendum qui a été lancé contre ce contre-projet à l'initiative des glaciers. Et puis le but de cette votation, c'est la neutralité carbone en 2050. Ici, on voit que les meilleures énergies renouvelables, celles qui produisent le moins de CO2, énergie hydraulique, l'éolien, le photovoltaïque. Alors, l'hydraulique et le solaire seront suffisants pour faire la transition énergétique en Suisse. C'est malheureusement faux, parce que l'hydraulique, je ne parle même pas encore des sécheresses et tout ça, le niveau hydrique qui change complètement, mais l'hydraulique produit beaucoup plus en été, le solaire photovoltaïque beaucoup plus en été, et puis c'est l'hiver que nous on a un trou. Et puis ce trou-là, aujourd'hui, on l'a toujours compensé par des importations de courant électrique, entre autres du nucléaire français. On l'a vu cet hiver, ils ont la moitié de leur parc nucléaire qui ont révision, parce que leurs centrales nucléaires ont le même âge que les nôtres, donc ils ont les mêmes problèmes de soudure, etc. Il faut faire ça. Et puis en plus de ça, ils ont... donc on pouvait s'alimenter sur le marché européen, mais nos accords européens, ils ont été remis en question, etc. Donc pas mal de problèmes. Et puis il faudra trouver une solution pour l'hiver. Et puis l'hiver, la solution, c'est développer l'éolien. L'éolien produit 2/3 de son énergie en hiver. Il y a une étude qui est faite actuellement au CSEM par le professeur Baïf, pas le CSEM, pardon, c'est l'EPFL à Neuchâtel, par le professeur Baïf, qui démontre que la production solaire et la production éolienne est complètement complémentaire. Quand c'est un qui produit, l'autre ne produit pas. Et c'est un travail de thèse, justement, qui est en train d'être fini maintenant. Et on voit vraiment que le ruban, le nouveau ruban, une fois qu'on aura fini, on aura sorti du nucléaire en Suisse, le ruban viendra de ces énergies renouvelables dites intermittentes, le vent et le soleil. La Suisse est en retard par rapport à ses voisins européens, c'est malheureusement vrai. Chez nous, il faut beaucoup de temps pour développer un parc éolien. Tous nos voisins, ils ont construit énormément d'éoliennes tout autour. Donc on le voit. Donc de dire qu'il n'y a pas de vent en Suisse, ça ne s'arrête pas aux frontières, le vent. Donc on le voit, même la Franche-Comté, même si on se met à Chasseral, par exemple le soir, on voit toutes les lampes qui s'allument au fin fond là, du Jura.
la progression a été gigantesque et nous, entre-temps, on fait des études et puis on met à l'enquête publique, mais on n'a pas beaucoup avancé en Suisse. Alors l'éolien permet de réduire notre dépendance vis-à-vis de l'étranger. J'en ai parlé tout à l'heure. Oui. Oui. Aujourd'hui, en Suisse, on est quand même encore dépendant des importations d'énergie fossile ou de nucléaire. Ça représente des sommes considérables en Suisse. Et si on produit chez nous, non seulement ça permettra de créer des nouveaux métiers, de développer. Alors même si l'éolienne n'est pas construite en Suisse, il y a énormément de composants dans l'éolienne qui viennent de Suisse. ABB construit tous les condensateurs qui sont dans les éoliennes, par exemple. Il y a sur une éolienne, par exemple, si on parle de 7 millions d'investissements pour une éolienne, vous avez un tiers de ce coût qui est que des retombées économiques directes pour le génie civil, les routes, un travail de biologie, etc., le suivi du projet. C'est un tiers de tout ça reste chez nous. Alors les éoliennes produisent peu d'énergie. Alors c'est complètement faux. Je vous ai parlé un peu avant des productions qu'on aurait ici sur les projets de Châtelois. On le voit avec les machines de dernière génération. Si on prend par exemple les machines de Montcrosin, les dernières ont été mises en service en 2012. Elles produisent environ 5 millions de kWh par an. C'est des machines qui sont en bout de pale à 140 mètres. Eh bien, les nouvelles machines maintenant, de nouveau, elles sont plus hautes, avec des pales plus longues, mais moins de machines. Eh bien, elles produisent jusqu'à 3 fois plus d'énergie. Alors, les éoliennes ne se recyclent pas. Ça, c'est souvent une thématique. Alors, c'est complètement faux. En 80 et 90%, on a été très prudent en mettant ce chiffre-là, elles sont entièrement recyclables. Ça va des fondations, c'est du béton armé. Alors, est-ce qu'il faut, une fois que l'éolienne, après ses 30 ans d'exploitation, est-ce qu'il faut la démonter complètement, aller désosser le socle, mettre dans un camion, puis l'amener auprès de la Suze en décharge? Ça, c'est à discuter. C'est un matériau inerte, pas du tout polluant. Tout ce qui est acier, c'est récupérable. Tout ce qui est les pales en matériaux composites, c'est complètement récupérable. Il y a eu pas mal de discussions aussi par rapport à ça. Pendant longtemps, on ne savait pas quoi faire de ce matériau composite. On avait trop de ce matériau composite. Donc on le mettait quoi? On le mettait dans les fours pour faire du béton, par exemple, parce que c'est très calorifique. Maintenant, c'est les pales qui sont maintenant faites quand on refait des parcs en Allemagne, les pales, en fait, elles sont utilisées maintenant, c'est refondu et réutilisé pour refaire des nouvelles pales. Voilà. Ou alors on l'utilise pour brûler au niveau matière énergétique, mais maintenant les pales sont complètement réutilisées, elles ne sont plus enterrées comme sur cette image c'était fait aux États-Unis. Alors un parc éolien à proximité fait chuter le prix de l'immobilier. Là aussi c'est complètement faux, on a plusieurs exemples en Suisse, entre autres le parc éolien de Chara, à la sortie de Sion, où là l'éolienne est à moins de 200 mètres d'une zone villa. Et puis les prix n'ont pas baissé, ils ont même plutôt augmenté. Il y a même des gens qui sont allés habiter là parce qu'ils étaient proches de cette structure, de cette éolienne. Belle forme, une belle dame, dynamique. Il y a aussi des études qui ont été faites maintenant en Suisse allemande, parce qu'il y a pas mal de projets aussi en Suisse allemande. Et puis là aussi, on voit très bien que le prix de l'immobilier ne baisse pas. Pardon? Je lis le titre. Ah, d'accord. Une éolienne en fonction émet du son. Oui, comme tout corps en mouvement. Maintenant, l'éolienne, il faut voir à la sortie du moyeu tout en haut, à 100 mètres, à plus de 100 mètres du sol, 140 mètres, ça dépend où le moyeu il est. Vous avez entre 95 et 98 décibels. Par contre, arrivé au sol, ou si vous êtes à 200 mètres, 300 mètres, eh bien, vous avez, c'est le même son, le même bruit que maintenant que je parle. Là, je suis à 50 décibels environ. Donc, c'est beaucoup moins que le trafic routier, etc. Et puis, aujourd'hui, l'ingénierie permet de mettre les machines à suffisamment loin d'habitation et pour permettre non seulement de
de remplir les normes qui sont en Suisse, avec l'ordonnance fédérale, la protection contre le bruit, mais ce n'est vraiment pas du tout le plus gros problème pour l'éolien. Alors, l'énergie éolienne permet de préserver la biodiversité. C'est complètement vrai quand on regarde, on peut donner l'exemple du dernier parc éolien qui a été mis en enquête publique, Éole de Rue. Les mesures de compensation ont permis de pérenniser une zone très très vaste autour du parc éolien, pas juste là où il y a l'implantation des machines, mais bien au-delà, je ne sais plus maintenant le nombre d'hectares, etc. Par exemple, il y a une prairie pâturage sec à proximité du parc d'Éole de Rue, d'une trentaine d'hectares. Eh bien, le parc éolien, grâce à ses engagements et ses contrats signés avec les agriculteurs, il peut proposer de doubler la surface et de mettre sous protection cette prairie pâturage sec sur 60 hectares. Donc ça, c'est pour la biodiversité, pour certaines espèces d'oiseaux, c'est excellent, c'est parfait. Alors, l'énergie, qu'est-ce qu'on a mis là? Ah oui, qui est le plus facteur de mortalité des oiseaux? Ben, ce n'est pas les éoliennes. De nouveau, il y a eu un test grandeur nature au Peuchapat pendant une année, surtout les grandes migrations, la migration d'automne, la migration de printemps. Il y a des biologistes qui sont à la quatre pattes, regardez, ils ont tiré des filets, ils ont étudié la population des renards, ils ont vraiment regardé s'ils trouvaient des cadavres et tout ça. Et bien, ils ont trouvé 3 roitelets, des passereaux au fait, morts. Là-dessous, ils n'ont pas trouvé une augmentation aussi de la population des renards, etc. On le voit très bien, une éolienne en moyenne, ou en calcul statistique, ne tue pas plus que 10 oiseaux, une éolienne 10 oiseaux par année. Et encore, au niveau biologique, ça va dépendre si vous tuez une grue cendrée, ou bien si vous tuez une cigogne, ou bien si vous tuez un moineau. Ça n'a pas la même valeur biologique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. La séance de questions est ouverte. Je vais revenir sur le graphique, on voit les vents en Suisse. Voilà. Il y a peu de production dans la vallée, dans le coude du Rhône. Et ces éoliennes, elles tournent tout le temps. Oui, c'est des vents thermiques. C'est pas les... Alors là, typiquement, la répartition de vent dans cette vallée-là, c'est pas 2 tiers en hiver, 1 tiers en été. On est plus vers du 60, du 55-45. C'est le fait qu'à certains moments de la journée, le soleil va réchauffer des parties de la montagne, et puis ça va faire un déséquilibre avec le lac Léman, et puis c'est ça qui fait ce côté thermique. En Suisse, on a 2 grandes vallées à Föhn, thermiques comme ça. Il y a la vallée du Rhône et il y a la vallée du Rhin. Alors aujourd'hui, on a déjà 3 éoliennes qui sont construites ici là-long. Là, il y a des projets pour une dizaine d'éoliennes tout en haut, là, en direction vers Liechtenstein, dans la vallée du Rhin. Il y en a une qui est construite à Aldenstein, juste à la sortie ou juste avant Coire. Toute cette vallée-là, ça c'est vraiment des vallées à feu. C'est presque, moi je ne sais pas les horaires en tête, mais c'est du style, ça commence à 8 h le matin, ça arrive à 17 h le soir. C'est excellent pour les riverains. Voilà. Oui, Christian. Peut-être une question par rapport à la nouvelle procédure Move Express. Ça va faire économiser combien de temps sur les procédures actuelles en Suisse, à peu près? Alors, honnêtement, par rapport à ça, on pense que ça va économiser 2 ans. Voilà. Sur un temps qui est à peu près 20-25 ans. Ouais, non, pour la procédure, il faut compter 10 ans. Pour la procédure, c'est plutôt 10 ans. Économiser 2 ans. Au fait, les développeurs, quand ils ont, si je prends ce parc-là, quand ils ont mis à l'enquête publique, si je prends Grenfrenberg, bien sûr Grati, Oljura Sud, Molandruz et les parcs vaudois, quand ils ont mis à l'enquête publique, eux, ils avaient déjà investi sur les parcs
entre 3 et 6 millions de francs pour mettre à l'enquête publique leur plan d'affectation. Donc pour eux, et puis dans la procédure d'aménagement, d'abord on doit avoir le droit de pouvoir, le plan d'affectation, pour ensuite demander un permis de construire. C'est le droit d'aménagement comme ça. Donc c'est pour ça qu'eux, ils ont d'abord fait le plan d'aménagement. Et certains cantons, comme le canton de Vaud, ne le permettaient pas de déposer en parallèle. À Neuchâtel, pour la montagne de But, c'était un forcing de dire on dépose tout en même temps, mais pas au même niveau. Donc voilà, il y a 2 ans. Est-ce que les propriétaires des terrains sont indemnisés ou touchent quelque chose, une compensation par rapport à la production ou quelque chose de fixe? Comment ça se passe en Suisse? Oui, alors je reviens d'abord au subventionnement fédéral, comme il était organisé, parce qu'il a aussi bien évolué. C'était en 2010. Le premier subventionnement fédéral s'appelait la rétribution à prix, la RPC. Pégouttant. On oublie. Ouais, la RPC, la rétribution à prix coûtant. Et c'était un certain montant qui était donné par le nombre de kilowattheures produits, kilowattheures net produits. Hein. Et puis ensuite, en 2015, il y a eu des réflexions au Parlement disant ouais, c'est trop généreux, etc. Mais on n'a toujours rien construit. Hein. Et puis, ils sont venus avec un nouveau modèle, un système de rétribution à l'injection, où là, le modèle RPC, c'était un certain montant pendant 20 ans. Et là, ils ont réduit le temps, ils ont mis à 15 ans, mais ils ont mis un petit peu plus. Puis maintenant, ils ont mis un nouveau système, c'est la rétribution unique. Alors, depuis le 1er janvier de cette année, pour un nouveau parc éolien qui peut construire, il peut se mettre en rétribution unique et il touche le 60% de l'investissement total. Ça, c'est pour donner les rentrées financières d'un parc éolien. Ensuite, c'est clair que le propriétaire foncier, eh bien, il est partenaire du projet. Sans lui, on ne fait rien. On ne peut pas construire. Donc, ce qui a été fait jusqu'à présent, usuellement, et c'est un peu chaque développeur qui avait sa méthode ou sa cuisine, il rétribuait 2,5% de la vente nette d'électricité. Alors ça représente, suivant le vent qu'il y a sur le site, ça peut représenter entre 10 000 et jusqu'à 25 000 francs. Voilà, ça dépend le site. Voilà. Ça, c'est la rétribution du propriétaire foncier. Alors c'est clair, si tous les sites appartenaient aux communes, eh ben, l'argent irait directement aux citoyennes et aux citoyens. Mais il y a très peu de cantons ou de sites éoliens où le bien-fond appartient à la commune. Voilà. Et oui, il y a une attribution. Même les agriculteurs qui participent aux mesures de compensation, on peut partir du principe qu'ils ont une perte de culture ou un travail extra à faire, par exemple une fauche plus tardive, ne plus mettre d'engrais, donc il y a un rendement inférieur, etc. Donc tout ça, ça a été calculé. Ce n'est pas que les projets Greenwatt, hein, c'était aussi les projets des autres que maintenant j'ai listés. C'est un peu le même modèle, ces mesures de compensation, il y a un peu le même modèle un peu partout. Et puis là, il y a une somme aussi qui est attribuée à l'hectare, à l'agriculteur, pour une perte de culture. Voilà. Puis si tout d'un coup l'agriculteur n'est pas propriétaire du terrain, mais il est juste fermier, eh ben, souvent, suivant les montants, le développeur, il donne la même chose à l'un et à l'autre. Voilà, pour faire jaloux. Mais le boulot, c'est l'agriculteur qui l'a, c'est pas le propriétaire foncier. Je me posais la question par rapport aux propriétaires terriens qui acceptent d'avoir un pylône électrique, par exemple. Il n'est pas rétribué par rapport au courant qui passe dans les lignes. Non. Il est rétribué par rapport à la surface de l'emprise et il reçoit quelque chose de fixe. C'est ça. Pas grand-chose. Alors, vous dites, avec l'éolien, en fait, c'est lié à la production. C'est ça. D'accord. Oui. Alors certains ils diront, bah oui, c'est très lucratif. Oui, oui, c'est voilà. Après certains cantons, ils ont élaboré, bien sûr, ils paieront des impôts sur ce revenu, etc. Mais voilà, sans ces agriculteurs, sans ces propriétaires fonciers, on ne peut pas faire les projets. Donc c'est aussi normal qu'ils soient rétribués.
Mais ce modèle-là a complètement changé. Avant, il y a 50, 60 ans, quand on faisait encore des barrages, les grands barrages, le propriétaire foncier était simplement indemnisé, on rachetait le terrain, merci, au revoir, ça ne valait pas un franc, puis au revoir. Et que maintenant, même pour un champ solaire, il y a une rétribution qui va pour le propriétaire foncier. Alors, ce n'est pas évidemment les mêmes productions. Hein. Si une éolienne produit 15 millions de kilowattheures par an, si on fait un équivalent en terrain de foot, ben ça fait ça fait 15 terrains de football, une éolienne remplie de panneaux solaires. Donc en termes de, alors c'est pas l'une contre l'autre, mais en termes de purement d'utilisation du sol, ben c'est clair, l'éolien c'est la solution qui est la meilleure. Après, il y a aussi les communes aussi qui sont dédommagées aussi, qui ont aussi une redevance. Voilà. Alors ces modèles-là, ils risquent d'évoluer aussi avec les subventions, mais comme le prix du marché, au départ, dans les années 2010, quand vraiment les projets éoliens sont partis, le prix du marché de l'électricité achetée sur le marché, on était à 2-3 centimes le kilowattheure. Et tout d'un coup, au début d'année, on est monté à quasiment 1 franc le kilowattheure. Donc aujourd'hui, ceux qui arrivent et qui ont des autorisations de construire, beaucoup réfléchissent à ne même plus demander le subventionnement fédéral, d'aller directement sur le marché. Voilà. Ça a complètement changé. Voilà, autre question. Vous avez une carte avec où on met ces régions sur la carte de la Suisse, où on va mettre ces éoliennes, ces parcs éoliens, quelle surface ça prend? À la surface, vous dites? Ouais, qu'on voit, parce qu'il y a la carte des vents par exemple, ouais. Et savoir où vous allez mettre où on prévoit de mettre les éoliennes. Alors, il y a quelle surface de terrain seront occupées? Oui, alors, il faut dire, les cantons, eux, ils font des patatoïdes. Si je prends le canton de Châtel, il a fait, quand on a voté donc en 2014, il a fait, sur son plan directeur, il a fait 5 patates. Et dans ces patates, il disait le nombre d'éoliennes possibles. Alors, entre-temps, entre le moment où on a voté et le moment où on a déposé les projets, les éoliennes, elles ont bien changé. D'ailleurs, le plan directeur, il date de 2010, c'était avant Fukushima, 11 mars 2011, Fukushima qui arrive, et puis là, ça a fait un boom pour les énergies renouvelables. Les technologies ont complètement évolué, les machines, elles ont complètement changé. Elles sont devenues aussi beaucoup plus intéressantes. Avant, c'était des machines vraiment pour des vents très, très forts, laminaires, mer du Nord. Maintenant, c'est des machines qui sont dites vents plus faibles, mais plus réguliers. Et ça, c'est typiquement nos vents qu'on a en Suisse. Donc, je n'ai pas vraiment de surface. Après, le canton, lui, il va étudier en termes d'acceptance populaire, visibilité paysage, il va regarder au niveau des inventaires fédéraux du paysage, il va regarder la biodiversité, il va regarder la production, il va regarder toutes ces choses-là, et puis il va faire ses patates. Puis après, c'est dans les patates, certains cantons ils disent nombre de machines, d'autres pas, il y en a qui disent la production aussi maintenant. Voilà. Mais vous pouvez, une éolienne, vraiment ce qui est vraiment visible, qui reste au sol, eh bien c'est 115, 130 mètres carrés au sol. Alors après, il y a encore peut-être une place un peu de grutage, il y a encore peut-être 200 à 400 mètres carrés qui restent en chaille pour le service, le technicien qui vient avec sa petite camionnette de temps à autre. Mais tout peut être reverti. Tout peut être reverti. Et les vaches, elles broutent autour. Alors les vaches, elles broutent autour, les vaches ne sont pas effrayées, les chevaux ne sont pas effrayés. Il n'y a pas une baisse de lait aussi par rapport à ça. Même les alouettes Lulu, on a parlé de biodiversité avant, c'était un grand thème sur un des projets ici à Hérold-de-Rue. Les alouettes Lulu, au fait, à Montcrozin, il y a une surpopulation d'alouettes Lulu, parce que les alouettes Lulu, c'est les grandes gagnantes du réchauffement climatique. Alors elles, il n'y a plus assez de terrain, il leur faut un terrain maigre. Et puis, Montcrozin, c'est quand même très, faut dire, très, il y a beaucoup d'agriculture, donc ces terrains maigres, ils ont un peu disparu. Donc, il y a surpopulation sur les terrains qui restent, et ce qui fait qu'ils poussent les oiseaux à aller le plus près possible des éoliennes. Et on voit qu'il n'y a pas d'effarouchement, il n'y a pas de problème par rapport à ça.
Pendant très longtemps, c'était un thème. L'ombre au sol pouvait leur faire craindre un rapace ou une attaque ou je ne sais pas quoi. Et là, on le voit clairement à Montreusin que ce n'est pas, c'est plus un thème. Avec l'aigle, là, qu'est-ce qui s'est passé au Mont-Creusin? Nous, tu sais, on ne sait pas. Nous, ce qu'on remarque de l'extérieur, bien sûr, on a eu contact avec nos collègues de BKV qui gèrent le parc de Mont-Creusin. Oui, il y a un aigle qui niche à la Congrède depuis près de 20 ans. Il n'y a jamais eu d'incident, il n'a jamais été volé vers ses machines. Maintenant, l'aigle, il a été trouvé dans des conditions quand même assez particulières. Ça n'engage que moi, là, je n'ai pas été sur place. Mais quand même, quand quelqu'un au téléjournal il dit qu'il a entendu, il y avait déjà beaucoup de vent, parce que la machine tournait très vite, il a dit, il était loin de la machine, le temps qu'il arrive, il était à plus de 200 mètres. Si une pale, elle va, en bout de pale, elle va à 300 km/h. Si l'aigle vient toucher la pale, déjà pouf, il ne va pas la trouver en bas, l'aigle, il va la trouver beaucoup plus loin. Et puis il ne va pas l'entendre, le monsieur, là. Parce que quand on est vraiment sur ces terrains, sur ces crêtes, on entend quoi d'abord? C'est le vent dans le bruit des arbres. Après, si on s'approche vraiment de la machine, on va entendre la machine, ça, voilà. Mais s'il est à plus de 200 mètres, 250 mètres, il n'allait pas entendre ça. Donc c'est vrai, il y a quand même des conditions particulières. Bon, enfin, entre-temps, Madame Aigle a trouvé un compagnon, et puis la nichée n'a pas eu lieu cette année, mais l'année prochaine, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Ce sont comme ça, c'est comme l'aigle nous va de travers. La première nichée ne marche pas. Et puis après, il y a quand même un printemps assez clément. Il y a eu, s'il fait trop froid et tout, ils n'ont pas les proies et tout ça. Mais par contre, ce qu'on a vu au Val de Travers avec l'aigle, ça c'est assez marrant, ils ont nettoyé les chats de ferme. Parce qu'ils aiment les marmottes, mais les petits chats et tout ça, ils ont systématiquement tout nettoyé. Voilà. Alors ça n'a pas fait la une, mais ouais, les chats se sont fait croquer. Oui, monsieur. Par rapport à l'hiver, on a vu plusieurs choses sur des morceaux de glace qui se détachent des boulets par. C'est vrai, c'est faux. Alors, c'est possible. C'est vrai que c'est possible. Ici, dans le massif du Jura, statistiquement, depuis 50 ans qu'on a une mesure, même plus, on a une mesure sur la glace, c'est entre 10 et 20 jours de givre par année qu'on peut avoir. Et puis, à certaines conditions d'humidité, effectivement, si l'éolienne ne tourne pas, puis il neige en même temps, ça peut créer une sorte de sabot sur l'éolienne. Pas toutes les éoliennes fonctionnent la même chose. Les éoliennes du Mont-Creusin n'ont pas de chauffage de pale. Les éoliennes au Mont-Creusin, elles vont se remettre en mouvement dès qu'il y a du vent. Elles vont détecter que la pale, elle ne tourne pas très rond, une sorte de balourd. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont dire « Ah, il y a un problème, tac, je m'arrête ». Et puis là, ils vont attendre que les conditions de climat, il y a du soleil ou comme ça, que ça se réchauffe, et puis qu'il y a une chance que le glaçon y tombe. Mais il va tomber comment? Alors ils vont tourner la pale pour le mettre un peu, ils peuvent un peu la bouger un peu comme ça pour essayer de tomber, mais ça se peut qu'il reste un bout sur la pale. Puis si ça repart, il y a beaucoup de vent, ben là il peut y avoir une projection de glace. Donc c'est pas impossible, mais ça c'est la technique sans le chauffage de pale. Maintenant les autres éoliennes, style Enercon ou comme ça, c'est des Vestas là-haut, elles ont un chauffage de pale. Et ce chauffage de pale permet d'identifier quand c'est qu'on arrive dans une zone à possible givre, et là, il chauffe la pale. Alors, certains diront, c'est scandaleux d'utiliser du courant électrique pour en produire. Oui, sauf que le delta, il y a une étude qui a été faite à Saint-Bray, il y a 2 éoliennes là-bas, 2 éoliennes Enercon. Une Enercon, ils n'ont pas chauffé les pales l'hiver, puis l'autre, ils ont chauffé les pales. Et puis, donc, quand il y avait du givre, la pale était arrêtée, celle qui n'avait pas le chauffage de pale. Et bien, ils ont vu que même si ça prenait 3% de la production annuelle de chauffer les pales, ça apportait quand même toujours 7% de plus de production. Donc, ça vaut quand même la peine. Voilà. Donc, maintenant, il y a cette technologie. Siemens aussi a un autre système. Ils ont une sorte de feuille de cuivre sur toute la pale. Ils passent un courant électrique, ça chauffe. Et puis, ben voilà, après, ça permet de ne pas créer ce sabot sur la pale.
Après, je vous dirais aussi, le risque zéro n'existe pas. Hein. On est quand même en montagne, même si les montagnes ne sont pas aussi imposantes qu'en Bernois. Mais ça se peut qu'un sapin y tombe, par exemple, ou quand on se promène en forêt, tout d'un coup, ben, s'il y a eu du vent 2 jours avant, ben, il peut y avoir une branche qui nous tombe sur la tête. Donc on doit signaliser, les développeurs éoliens doivent signaliser qu'il peut y avoir un risque de déjection, mais après c'est à le risque et péril de chacun d'aller se promener sur les crêtes du Jura, voilà. avec ou sans givre. Et puis c'est pas pire que les trottoirs à la chaux de fond. Alors je pense qu'à chaux de fond c'est plus dangereux, mais c'est vrai qu'il y a aussi des calculs, hein, dans tous les parcs éoliens, dans tous les projets, il y a des calculs de probabilité que quelqu'un qui fait du ski de fond, qui reprenne un glaçon à la tête. C'est 1 fois 10 puissance moins 9 le risque. Voilà. Donc la probabilité qu'il y en a un qui se reprenne un glaçon, voilà. Bon, il y aura peut-être de toute façon plus de ski de fond parce qu'il y a bientôt plus de neige. Hein. Moi j'ai acheté mon abonnement, j'ai pas encore fait une fois de ski de fond. Hein. Bon, je dirais que je suis pas très assidu. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, vous avez dit avant, oui, maintenant on a des plus grosses machines, encore moins. Mais est-ce qu'on pourrait mettre autant de grosses machines par rapport au nombre de petites qui avaient été prévues? Parce que si je regarde les projections de consommation électrique, on va doubler notre consommation électrique d'ici 2050. C'est juste. Ouais, peut-être pas doubler, mais rien que la mobilité électrique, c'est il y en a beaucoup 1%. qui disent que ça va doubler. Oui, Si on calcule que, par exemple, tous les véhicules soient équipés avec... Ça, c'est 20% de plus, rien que ça. Ouais. Alors, bon, il faudra bien qu'on trouve des moyens de produire cette énergie. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui gênerait l'implantation de, par exemple, si vous dites, oui, il était prévu 10 machines, on n'en met que 5 parce qu'elles produisent chacune le double, est-ce qu'on pourrait mettre quand même 10 machines qui produisent alors oui, si les rotors sont plus grands, il faut aussi espacer plus les machines. Parce que sinon, derrière une machine, il y aura des perturbations, des turbulences, merci. Les turbulences, puis ça, ces machines, elles aiment les vents laminaires. Donc elles n'aiment pas les turbulences. Donc c'est les turbulences, il y aura des pertes de production. Donc l'idée, c'est vraiment, alors, suivant comment vient le vent de face, le vent fort, ben, il faudrait laisser en tout cas entre 3 et 6 rotors entre les éoliennes. Alors ici, ben, on fait un peu des compromis et puis on ne va peut-être pas prendre cette distance-là. Donc il y a ce paramètre-là, ou alors les mettre en parallèle, et l'une à côté de l'autre, hein, face au vent. Et puis là, on n'a plus besoin de 3 à 6, donc on peut être à 2 grandeurs rotors. Donc on peut être déjà plus proche. Ce n'est pas des très grands périmètres quand même qu'on a dans le canton de Châtel. Ouais, on pourrait en rajouter une ou deux. Mais après, vous avez des discussions avec UNESCO, par exemple. Vous voyez. Donc on doit vraiment, ces projets éoliens, ils sont extraordinaires parce qu'en termes de parties prenantes, vous avez toutes les parties prenantes inimaginables que vous les retrouvez tous autour d'une table. Donc vous devez trouver le meilleur projet compromis pour essayer de naviguer. Et si on regarde les derniers projets qui ont été mis en enquête publique, il y a très très peu d'opposition en fait. Parce que justement, ces projets, il y a tout qui a été réfléchi, quoi. Si on prend les de rue, le ski de fond ne s'oppose pas, la chaux de fond ne s'est pas opposée parce que l'UNESCO, voilà, il y a une solution qui a été trouvée. Biodiversité, il y a une association pour les oiseaux qui s'est opposée, mais il y a 3 autres qui sont aussi pour la biodiversité, puis les oiseaux qui ne sont pas opposés. Donc voilà, je pense qu'on ne pourra pas mettre beaucoup plus de machines. La durée de vie de ces machines, c'est 30 ans. Puis après 30 ans, c'est un repowering, on peut refaire un nouveau projet, ou on ne fait pas de projet. Peut-être dans 30 ans, on ne fait que tous de la géothermie, ou avec le lac, ou comme ça. Puis on n'a plus besoin de ces hélices. Ça, on ne sait pas. Aujourd'hui, on ne sait pas. Ou on fait des usines thermiques. Oui, monsieur. Oui, j'aurais voulu savoir si au niveau technologique, il y a d'autres possibilités que ces éoliennes à hélice à 3 pales
Est-ce qu'il y a d'autres Oui. Alors, sur... générique propositions? Alors ça, c'est celle qu'on voit au Mont Crozin, par exemple, c'est un axe dit horizontal, avec 3 pales. Au niveau de la physique, c'est ça qui est l'optimum. Il y a d'autres designs qui sont venus avec 2 pales, ou qui sont venus avec un axe vertical, mais elles produisent jamais la même chose. Voilà, jamais. Alors c'est clair, après ils disent, ouais, mais on peut faire une éolienne domestique, par exemple. Ben, dans la plaine du Rhin, justement, moi j'avais aussi des projets dans la plaine du Rhin quand j'étais chez Groupé, eh bien, il y a quelqu'un qui voulait installer une éolienne à axe vertical. Alors en termes de puissance, elles sont beaucoup plus petites, donc elles produiront déjà moins. Il y avait un coup de feu, ben, ça fait toupie et il est parti avec. Donc en termes de mécanique, c'est vraiment la mécanique et physique, c'est vraiment les 3 pales, c'est ce qu'il y a optimum. Maintenant, il y a les constructeurs, ils travaillent beaucoup sur le nez, sur la nacelle, aussi sur les pales. On voit sur les pales aussi pour atténuer le bruit, par exemple. Ça fait maintenant une dizaine d'années qu'ils ont mis un peigne sur les pales. Ça a été pris ça des chouettes. Et les chouettes, quand elles volent pour chasser, elles ouvrent leurs ailes et en faisant comme ça, elles atténuent le bruit. Alors sur l'angle de la pale, il y a ce peigne, comme ça s'appelle, eh bien, il atténue de 3 décibels. 3 décibels, c'est comme si, pour le même bruit, je doublais ma distance par rapport à l'éolienne. Voilà. Donc ça, c'est toutes des avancées technologiques. Et puis, c'est vrai que aujourd'hui, le plus efficient, ce sont ces grandes éoliennes à 3 pales. Puis alors, pourquoi la couleur blanche? Bien sûr, on pourrait un peu atténuer, on pourrait la faire un petit peu plus grise et tout ça. Ça, c'est l'Office fédéral de l'aviation civile qui donne clairement la couleur de l'éolienne. C'est l'Office fédéral de l'aviation civile qui déclare tous les 60 mètres, il faut mettre un balisage lumineux rouge. Alors ça, c'est aussi un de mes rôles à Sucéol, d'essayer de discuter, puis maintenant de changer ces balisages, passer à l'infrarouge, et garder une lampe, mais sur la nacelle. Voilà. Il y a plein de discussions comme ça, des évolutions technologiques aussi pour tenir compte aussi, peut-être aussi des fois des remarques des riverains. Et c'est aussi une amélioration paysagère, si on peut, entre guillemets, éteindre ces machines. Il y a des solutions aussi qui ont été testées, que quand un avion de tourisme il vole peut-être à 10 km, l'éolienne, d'un coup, hop, le balisage lumineux, il devient plus fort. S'il y a du brouillard, évidemment, il est à fond. Si c'est un temps clair, il baisse l'intensité lumineuse. Voilà. Il y a toutes les choses comme ça qui sont, on ne le voit pas, on ne le sait pas forcément, mais tout est réfléchi pour essayer qu'on ne les voit plus, ces éoliennes. Bon, sur le retour énergétique d'une éolienne, tu n'en as pas parlé. L'autre jour, à Prise de Terre, samedi matin, il y a une quinzaine de jours, ils avaient parlé des low-tech, et puis ils étaient basés sur l'éloge de la petite éolienne domestique, etc., versus ces grandes éoliennes. Et puis c'est dommage qu'ils n'ont pas parlé du retour énergétique. Moi à l'époque, j'avais entendu dire que on parlait de 30 et 60 ans pour une petite éolienne, alors que pour les grandes, ça n'a rien à voir avec, quoi. Oui, une grande éolienne, c'est un peu donc pour payer son énergie grise. Son énergie, c'est construire l'éolienne, la transporter, l'installer, et les 30 ans d'exploitation de l'éolienne plus le démontage. Ils font en moyenne... Pardon? Plus le matériel. Plus le matériel, oui. Il faut compter 7 mois. 7 mois d'exploitation de l'éolienne, elle paye son énergie grise. Les panneaux photovoltaïques, c'est entre 7 et 1 année, c'est aussi un peu la même chose. Et puis ça, effectivement, c'est là où c'est compliqué aussi, parce que c'est vrai que beaucoup de gens sont motivés à mettre des petites éoliennes chez eux, parce que ce n'est pas forcément la surface comme chez SFS de mettre un gros truc. Le problème, c'est qu'à 2 mètres du sol, souvent, il n'y a pas de vent. On le voit très bien, ou même des fois, on regarde les arbres, et la cime, elle bouge, mais en bas, il n'y a rien du tout. Et ça, il faut vraiment s'élever de cette rugosité du sol. Et puis, ces petites éoliennes, elles sont quand même assez chères. Hein. Ça peut vite aller entre 50 et 70 000 francs. Et puis, elles ne seront jamais rentables. Elles ne seront jamais rentables. Et puis, ça risque d'énerver le voisin, parce que comme ils la mettent. Alors, certaines, maintenant, il n'y a plus de bruit du tout, mais voilà. Donc, les petites éoliennes, c'est un sujet difficile. Il faudrait vraiment pouvoir les mettre dans des chalets d'alpage,
déconnectés du réseau. Et beaucoup de cantons, ils demandent trois choses. Une mesure de vent, donc ça dissuade malheureusement la personne qui veut le faire parce que ça coûte. Ensuite, il faut qu'ils puissent prouver que l'énergie grise, elle sera remboursée durant le temps de fonctionnement de l'éolienne. Et puis, voilà. Vous voyez, c'est pas une fois elle est cassée. Et puis le dernier, au fait, c'est en termes de production, c'est en termes de production qui demande aussi que. Voilà. Donc c'est un sujet compliqué pour l'instant. Et puis rappelez qu'une petite éolienne comme ça, quand elle tourne, c'est pas parce qu'elle tourne qu'elle produit de l'énergie. Hein. Non. Parce que dès qu'on y met une dynamo derrière, elle ne tourne plus. Hein. Donc on confond un petit peu, on se dit c'est super, ça tourne, il y a du vent, mais c'est pas encore là qu'il y a du. J'ai fait une étude pour notre projet là, Baïla Eco, et puis avec une éolienne à axe vertical fabriquée en Finlande, j'arrive à espérer une production de 1500 kWh par année pour un prix rien de la machine, pas l'installation, mais installer la machine. Ça, c'est encore à voir, mais de toute façon, ça ne vaut tellement pas la peine. Mais rien que la machine, c'est déjà 20 000 francs pour rien que 1500 kWh par année, et encore, à condition qu'elle soit sur un mât à 6 mètres de haut. Et vous n'avez pas de voisin direct ici. Oui, mais d'accord, mais je n'ai même pas regardé ça. Ouais. Mais c'est une éolienne qui fait 1 mètre de diamètre sur 2 mètres de haut quand même. Ah ouais. Moi, j'étais vraiment. Bon, je sais qu'il n'y a pas assez de vent ici, mais j'étais quand même surpris de la hauteur de l'investissement par rapport. Alors, c'est un marché de niche aussi. En Suisse, actuellement, au secrétariat de Suisséol, on reçoit, je pense qu'il n'y a pas une semaine, on ne reçoit pas 5 à 10 appels de personnes motivées. C'est super, hein, des gens motivés qui aimeraient mettre des éoliennes chez eux, des petites. Et puis après, ils nous disent, mais chez qui on pourra aller tout ça? Alors, on leur donne des adresses. Et après, ils reviennent vers nous et puis ils disent, effectivement, au niveau économique, c'est compliqué. Aujourd'hui, il n'y a pas de marché pour ce type de machine. Ouais, ou bien alors ils disent mettre 5000 francs, c'est un petit gadget qui se paye pour se faire plaisir, sans vraiment de réflexion financière. Je pense qu'il y en a quand même beaucoup comme ça aussi. Il existe des moyens d'investir dans l'éolien autrement. Mais s'il n'y a pas de demande, évidemment, il n'y a pas non plus. Oui. Plus il y a des demandes, plus ça baissera. Donc on a l'impression qu'on a fait beaucoup pour ces mâts là-haut, toute la techno que vous avez expliquée. Pour les autres, on n'a rien fait pendant des années. Alors il y a eu un moment. Il y a eu, alors pas en Suisse, hein, mais il y a eu, puis il y a personne qui a acheté, puis pour finir, ils sont tous partis sur des modèles plus grands. Il y a beaucoup de recherche, il y a beaucoup de gens de bricoleurs, machin. Oui, mais donc on a négligé. C'est bizarre quand même, parce que si on regarde le solaire, mon soleil, c'était quand 1980. Il y a 60 ans. Pour vous dites le champ solaire, là? Le champ solaire. Il n'y en a plus depuis. Et puis tout à coup, c'est les petites installations solaires qui partent. Hein? Et on reparle de grands parcs solaires pour la centrale de Cressier et pour l'aéroport de Belp. C'est ça. Donc, dans l'éolien, on a fait le contraire. Ouais. On n'a rien fait pour les petites, rien du tout, et on fait des mâts à 200 mètres. Je ne suis pas contre, hein, mais je dis, pourquoi cette différence entre l'éolien et le solaire? Écoutez, moi je ne sais pas, je pense déjà dans les années 2000, c'est comme M. Hirschi qui était au Conseil d'État, ici à Coton-de-Châtel, c'est là qu'ils ont fait la première planification cantonale éolienne et tout ça. Il y a entre autres Crémeuron, Montagne de Butte, c'est sites qui revenaient. Il n'y a aucun électricien suisse qui pensait un jour faire de l'électricité avec des éoliennes, avec le vent. Et c'est pour ça que c'est tout. Crémeuron, c'est un partenaire français, bon maintenant avec des capitaux coréens, mais c'est britannique à ce moment-là, qui était racheté, etc. Toute une histoire, qui sont venus investir, en tout cas étudier les sites en Suisse. Puis après, gentiment, la technologie s'est améliorée, etc. Mais ce n'est pas amélioré grâce à la Suisse.
Moi, quand j'ai travaillé chez Groupe E, pour demander un appel d'offres, une offre, pour acheter un parc éolien de même 19 machines à Montagne de Butte, eh ben, ça a été compliqué d'en sortir une offre. Hein. Parce que pour eux, ils savent très bien qu'entre le moment où on met un enquête publique puis on reçoit les autorisations, ça prend tellement de temps que non seulement la machine n'existe peut-être déjà plus, et puis en plus les prix. Ouais, on avait fait aussi un contrat pour le parc éolien du Schwiberg dans le canton de Fribourg. On avait encore l'euro qui était à 1,80 franc dans le contrat qu'on avait signé, 1,80 franc. Donc vous voyez, voilà, ouais, les conditions elles changent, complètement fou. Puis attends, l'euro c'est 1,1. Mais je pense qu'il y a des raisons physiques qui font que ces petites machines ne marchent pas. Tu vois aussi sur les bateaux à voile, il y a beaucoup de gens à l'époque qui avaient des éoliennes comme ça, qui font un bruit pas possible, qui vivent de manière pas possible, ça produit presque rien. Il y a beaucoup de gens qui en avaient qui en ont plus sur les bateaux. Mais pourtant, on a traversé les océans avec le vent. Ah oui. C'est pas des petits bateaux qui traversaient. Voilà, c'est pas des bateaux de 200 mètres d'eau. Ouais, en fait, alors, on a un souci, comme il l'a dit, physique. Si maintenant vous prenez le solaire avec le même type d'exposition, vous prenez 10 mètres carrés ou vous prenez 2 fois 5 mètres à des maisons distinctes, mais avec le même type d'ensoleillement, vous aurez la même rentabilité pour le même investissement matériel. Voilà. Mais maintenant, l'éolienne. D'où viennent les panneaux solaires? On ne parle pas de ça, on parle de. Ouais, on parle pas de ça. On va revenir sur ce sujet. Et on parle de rendement, mais il faut aussi, justement, vous disiez que c'est l'énergie verte, grise. Hein? Ouais. Mais les panneaux solaires sont faits à 80% en Chine. C'est vrai. Avec, Et où sont faits les 100% pales? de matériel suisse. Hein, donc. Où sont faits les pales? Alors les pales, si vous prenez les grands machinistes qui ont en Suisse, Enercon, elles sont faites au nord de l'Allemagne. Si vous prenez Vestas, c'est danois, elles sont faites à côté de Aalborg, au nord du Danemark. Nordex, je ne sais pas exactement, mais c'est aussi en Europe. Alors c'est vrai qu'il y a maintenant un fournisseur chinois qui commence à venir chercher du marché en Europe, mais sinon les éoliennes elles sont faites en Europe. En tout cas, le solaire, on a dormi parce que, comme j'ai dit, le soleil, on a dormi. Et maintenant, il y a même celui qui voulait faire ça en Suisse, il était obligé d'aller en Allemagne pour faire une usine de panneaux solaires. Parce qu'en Suisse, c'était pas possible. Solaire, on dort toujours en Suisse. On ne sait pas encore. Ben, disons, mon soleil, c'était, je crois, la première centrale mondiale, non, européenne. Non, Oui, sur un terrain agricole qui n'avait pas la destination. Normalement, vous n'avez pas le droit de faire ça. Bah oui, il faut changer l'aménagement du territoire. Oui, mais il y avait mais aussi il n'y a personne à proposition. À Valangin, il y avait quelqu'un qui faisait des panneaux solaires pendant longtemps, il a fait faillite. Pour revenir sur la grandeur des éoliennes, au début, on faisait des mesures à 50 mètres, on connaissait le vent à 50 mètres. Et puis maintenant, on a commencé à découvrir le vent à 150 mètres, qui était beaucoup supérieur. Enfin, je ne sais pas quelle est la proportion. Oui, on le savait déjà, le gradient de vent qui était beaucoup plus haut. Je pense que là, donc ça veut dire pour aller chercher du vent à 150 mètres de hauteur, vous êtes obligé d'avoir une grande éolienne. Alors que les capteurs solaires, que vous les mettiez au sol ou à 150 mètres de hauteur, ça ne change rien. Donc vous pouvez vous permettre de faire des petites installations solaires au sol, au soleil, mais des petites éoliennes, tant que vous n'allez pas chercher le vent où il se trouve, vous aurez un problème de rentabilité. Ouais, même la physique, je pense, fait que les petites éoliennes ne produisent pas assez. Ouais. C'est la limite de Benz, je ne sais plus. C'est pas celle du vent. Parce que sur les bateaux maintenant, ils n'ont pas d'éoliennes. Ils ont des hydrogénérateurs. Et ça produit beaucoup à 35 et 10 nœuds de vitesse. Donc c'est la physique qui joue. Et pour produire la même énergie, on investirait énormément en matériel avec des petites éoliennes. Ce qui fait que la politique éolienne a toujours poussé à ce qu'on aille plus haut. On ambitionne toujours plus haut. Par exemple, on voit il y en a qui proposent de faire des éoliennes avec du recyclable, des choses comme ça. Alors, oui. Je dis, je ne connais pas. C'est bien venu là-dessus, parce que c'est vrai que Laurent, tu nous as écrit une lettre, moi j'étais encore dans le côté développeur, Laurent Debro, chez les Verts, député, grand conseil,
il nous écrit une lettre en disant ouais, mais ce serait quand même bien de faire des éoliennes en lamellé-collé, hein, comme le pavillon En bois. En bois. On t'a répondu que nous on était ouverts. Mais il n'y a personne qui les construit, ces machines. Alors maintenant, j'ai entendu qu'il y a. Ouais, maintenant, ça commence à arriver. Hein. Quand tu as écrit, il y a quasiment 8 ans, je pense. Ben, ils ont fait ici à Yverdon, donc un mât qui est parti pour des éoliennes en France. Ouais. Alors ils font la première partie du mât, hein, c'est une charpente, ça choque un peu. Hein. C'est pas très joli, moi je trouve pas très joli, mais on va s'habituer. Mais elle mesure 50 mètres de haut, je sais pas, la première charpente comme ça. Et puis après, comme elle est aussi un peu plus large, ils mettent moins de béton, ils économisent beaucoup sur le béton. Il y a beaucoup moins de matière parce qu'il y a beaucoup de vide au milieu. Et puis après, ils mettent un mât en métal dessus pour finir, pour remonter. Mais là, ils l'ont construit chez, comment ça s'appelle, le Duquert, non celui qui fait de la mélicolée. Ducret. C'est eux qui l'ont construite. Sinon, peut-être pour terminer, il y a aussi quelque chose qui arrive, et c'est aussi, Laurent est bien impliqué là-dedans, tout ce qui est le financement participatif. Ça, c'est vrai, je n'en ai pas du tout parlé ce soir. L'éolien, on l'a vu avec le solaire, hein, le participatif avec le solaire, ça marche super bien. L'éolien et le participatif, ça peut aussi se faire. Simplement, évidemment, les procédures sont un peu longues. Et puis, le temps qu'on a construit et tout ça, ça prend un peu de temps. Mais il y a vraiment un potentiel aussi on le sent maintenant au niveau citoyen, il y a des communes qui essaient de lancer ce concept d'éolienne unique, citoyenne, d'avoir pour un village, je sais pas moi, qui consomme environ 4 millions de kWh par an, une éolienne, ce serait toute leur, on pourrait dire en termes de bilan d'autoconsommation, ils auraient leur consommation grâce à une machine. Et ça, en Suisse, c'est en train maintenant de changer, il y a beaucoup d'intéressés, et même aussi des privés qui cherchent à pouvoir aussi lancer ça. Avec les nouveaux subventionnements, où ils payent 60% de l'investissement total, c'est ultra rentable. Donc l'éolien, il a vraiment le vent en poupe. On espère en tout cas. Je vous propose, si vous avez d'autres questions, d'autres souhaits pour partager, etc., on peut le faire à la verrée qui va suivre.